Bonjour. Alors bonjour que vous soyez ici présent à Saclay au Centre Teilhard de Chardin ou à distance en visio. Alors vous êtes beaucoup plus nombreux en visio qu'en présentiel. Nous n'avons pas encore le métro sur le plateau, mais ça viendra. Voilà. Alors je me présente, je suis Catherine Larieux, directrice adjointe du Centre Teilhard de Chardin, donc avec Dominique de Gaulle ici présent qui est le directeur. Et j'ai le plaisir d'animer pour vous ce soir la conférence La science face à la défiance, pour laquelle nous avons convié Pierre Corvol, donc professeur émérite au Collège de France, chaire de médecine expérimentale, et plusieurs implications importantes dans des débats qui ont animé notre société et qui ont mis en cause la question de la place de la science dans les débats de notre société, notamment pendant la période Covid. Vous pourrez nous expliquer ça pendant la conférence. Éric Charmetan, donc membre du conseil scientifique du Centre Teilhard de Chardin. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Centre Teilhard de Chardin et son conseil scientifique, n'hésitez pas à consulter sa composition qui est sur le site du centre, ainsi que diverses informations. Et donc Éric Charmetan est à la fois scientifique et philosophe, et donc philosophe des sciences notamment. Alors le Centre Teilhard de Chardin, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un centre qui est encore jeune, puisqu'il a ouvert ses portes en juin 2023. Notre raison d'être, notre vocation, c'est d'aider à éclairer, réfléchir, débattre, prendre du recul sur des évolutions que la science et la technologie permettent, induisent, accompagnent dans notre société et qui posent des questions philosophiques, anthropologiques, éthiques, spirituelle, afin d'avoir un vrai dialogue entre science et sens de nos évolutions. Alors nous le faisons par des conférences, des tables rondes, des soirées, des ateliers, des formations. Ce soir, c'est une conférence dont le thème a été proposé par le conseil scientifique du Centre Teilhard de Chardin, la science face à la défiance. Le Centre Teilhard de Chardin, quelques mots d'information complémentaires, donc, est soutenu par l'Église catholique, 4 diocèses et la Compagnie de Jésus. Il ne reçoit aucune subvention, donc n'hésitez pas à participer aux frais, soit à la sortie de cette conférence par un petit panier, soit en ligne. Il y a une rubrique pour cela sur notre site. Nous allons essayer de vous donner un aperçu d'axes de réflexion et de repères sur ce sujet. Pierre Corvol et l'éclairage complémentaire de Éric Charmetan en tant que philosophe. Nous allons essayer de faire tenir ceci dans un temps contraint, maximum 1 heure, afin que vous ayez le temps. Donc n'hésitez pas de noter vos questions ou de les partager sur le chat pour qu'on ait un temps d'échange après les présentations d'Éric Charmetan, de Pierre Corvol et d'Éric Charmetan. Voilà, je pense que pour l'introduction, cela suffit largement. Et donc je vais passer la parole à Pierre Corvol et Éric Charmetan. Alors pourquoi quelques mots sur le thème, pourquoi l'avoir choisi? D'abord parce que nous le constatons, la question de la relation entre la science, l'expertise et le citoyen, l'acteur politique, l'acteur économique sont des questions importantes et que l'autorité du savoir n'a probablement plus le même statut que ce qu'il avait dans des périodes plus éloignées. Est-ce un bien? Est-ce un mal? Est-ce que c'est une place pour le débat qui conduit à quelque chose? Est-ce que c'est un risque? Voilà, je vais passer la parole tout de suite à Pierre Corvol et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est OK sur le plan? Voilà, très bien. Donc, d'abord, merci. Merci de m'avoir fait venir.
de découvrir pour la seconde fois, à vrai dire, le centenaire de Chardin. J'étais là lors de l'inauguration. C'est un endroit magnifique. Pour ceux qui regardent en vidéo, ils sont extrêmement frustrés, j'imagine, de ne pas pouvoir palper, sentir et ressentir ce que je ressens aujourd'hui avec beaucoup de bonheur, et aussi d'être avec vous pour réfléchir ensemble. La confiance, on va commencer d'abord par la définir, si vous le voulez bien. Alors, la confiance, revenons à l'étymologie, c'est cum fidere, c'est-à-dire se fier à quelqu'un, se fier à quelque chose. L'Académie française dit que c'est une espérance ferme que l'on place en quelqu'un ou en quelque chose avec la certitude de la loyauté d'autrui. Donc il y a un certain nombre d'éléments importants dans cette confiance qu'on va reprendre ultérieurement. Il y a dans la confiance l'acceptation du risque de la dépendance, choses qui ne sont pas évidentes. Quelquefois, on oublie cela, mais confiance, c'est risquer effectivement de cheminer avec quelqu'un pendant un certain temps et d'être certain de sa loyauté au minimum. C'est d'être donc aussi dépendant. Alors la confiance peut être immédiate, elle peut être plus lente. Et il y a un proverbe indien qui dit que la confiance pousse aussi lentement qu'un cocotier, mais qu'elle chute aussi rapidement qu'une noix de coco. Donc la confiance a plusieurs formes et on va voir que ceci a évolué en fonction du temps. En effet, si on regarde le temps, pas si lointain que cela, des années 1910, voyons ce que disait Poincaré, le grand mathématicien Henri Poincaré, dans ses dernières pensées. Il disait que la science est morale. Qu'est-ce qui pourrait dire aujourd'hui que la science est morale? Il disait même que, pour lui, la morale était consubstantielle à la science, que la science est une œuvre collective, solidaire, au service de l'humanité, et donc elle ne peut pas être immorale. Il va même plus loin en disant qu'elle doit jouer un rôle important dans l'éducation morale et qu'en cas de conflit de devoir, on doit s'en rapporter à sa conscience. Je pense que ce sont des mots pratiquement inaudibles aujourd'hui. À l'heure actuelle, malheureusement, la confiance, et notamment la confiance dans la science, est quelque chose qui s'est érodé au fil du temps. Pourquoi? Excusez-moi. Oui, bien sûr. Excusez-moi, là, vous parlez de confiance. Vous avez dit que la confiance a un risque. Il y a un risque. Confiance à une personne ou confiance à la science. Comment peut-on faire confiance à la science alors que la confiance évoque plutôt une relation entre personnes? Et Éric Charmetan, est-ce que vous pouvez nous donner un éclairage là-dessus en tant que philosophe? C'est vrai qu'on est habitué en fait à connaître quelques figures de scientifiques. Enfin, donc on a souvent une histoire des sciences, c'est une histoire des héros de la science. Donc où on met en avant vraiment quelques noms par siècle. Et de fait, on pourrait penser qu'on fait vraiment confiance en une personne exceptionnelle, quasiment un gourou de la science, alors qu'il me semble que c'est plutôt effectivement faire confiance à quelqu'un qui est relié à une communauté, qui a ses pratiques. Et en 1935, il y a un biologiste et puis aussi historien des sciences, Ludwig Fleck, donc d'origine polonaise, qui avait proposé en fait de réfléchir sur l'évolution comme ça des sciences à partir du style de pensée et du collectif de pensée. Alors en allemand, ça donne Denkstil et Denkkollektiv. Donc pour dire en fait que quand on fait confiance, finalement, on fait confiance en une communauté régie par un certain nombre de valeurs. Et Robert Merton, un sociologue des sciences, en fait, à la fin des années 30, disait qu'il y avait 4 valeurs très importantes qui régissaient l'éthos des sciences. C'était l'universalisme, donc la recherche en fait de quelque chose qui puisse être partagé à l'échelle universelle, le partage aussi entre scientifiques, le désintéressement dans la recherche de la vérité, et le 4e point, c'était le scepticisme organisé, donc une manière de douter. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être sur le désintéressement ou le partage,
on peut se dire qu'il y a une telle compétition entre les équipes scientifiques que j'entends souvent que en fait, ce qu'on présente dans un colloque, c'est ce qui a déjà été publié, mais pas du tout sur ce qu'on recherche effectivement au quotidien. D'accord. Donc, confiance dans une communauté de chercheurs avec cette solidarité des chercheurs et puis tout ce qui peut la mettre en difficulté. Pierre Corvol, je vous repasse la parole. Je crois qu'effectivement, les choses ont terriblement changé au cours du temps par le fait que nous sommes dans un monde où il y a à l'heure actuelle 2 à 4 millions de nouveaux articles scientifiques par an, une augmentation annuelle de 4%. Autrement dit, une augmentation de la production de la science, de la production scientifique est supérieure à d'autres productions. On a à l'heure actuelle 350 000 chercheurs en France, une explosion du nombre de chercheurs dans les pays du Sud-Est, et notamment en Chine, Vietnam, Corée maintenant. L'augmentation de l'effectif du chercheur est considérable et nous avons de nouveaux arrivants qui ont en plus un financement étatique qui est bien supérieur à celui qui existe en Europe puisque les pays du Sud-Est asiatique financent en gros la recherche scientifique pour 4%, 4,5% parfois du produit intérieur brut, alors qu'en France, nous plafonnons à 2, 2,2, 2,3%. Ce qui induit obligatoirement une pression, comme vient de le dire Eric, une pression pour publier, innover, breveter, et des phénomènes pervers, comme par exemple la multiplication de ce qu'on appelle, nous, les revues prédatrices, c'est-à-dire des revues qui vont permettre à des chercheurs peu scrupuleux de publier dans des revues encore moins scrupuleuses qui n'ont qu'un but, qui est de faire de l'argent. Donc voilà, un monde qui change. Et malgré tout, ce qui est frappant, c'est que à l'heure actuelle, dans les sondages d'opinion qui ont précédé le Covid, nous en avons fait 3 au Collège de France dans les années qui précédaient le Covid, et elles étaient remarquablement similaires, et similaires aussi à ce que l'on pouvait observer dans la plupart des pays occidentaux. En France, 9 Français sur 10 estiment que les innovations scientifiques et technologiques ont un impact positif pour eux, comme pour la société en général. Ils estiment, pour les 3/4 d'entre eux, que la science et la technologie apportent des solutions aux problèmes d'aujourd'hui. Vous allez voir quelques exemples, même s'ils s'estiment dépendants des avancées de la science et de la technologie. Ça, c'est logique. En fait, ils n'estiment pas que les changements sont trop rapides du fait de ces progrès technologiques, et ils estiment aussi qu'il n'y a pas d'effet nuisible notable pour la société, et ils voient là des phénomènes, des facteurs d'amélioration de la vie des futures générations. Voilà, donc maintenant, ça, c'est la confiance dans les produits de la science. Maintenant, pour les scientifiques, c'est évidemment quelque chose d'autre. Est-ce qu'ils font pour autant confiance aux personnes qui vont produire la recherche et ses applications, notamment applications technologiques? Ils disent oui à 65%. Alors on peut voir aussi le fait qu'il y en a 35% qui sont défiants. Et ceci quand même dans les années précédant le Covid, de 2010 à 2020, grosso modo. Et en France, ils disent que néanmoins, les scientifiques sont aujourd'hui efficacement contrôlés, mais à 61%. Donc ce n'est pas une confiance totale, loin de là. Alors maintenant, si on regarde justement un petit peu plus dans le détail... Oui, parce que là, si on a un très fort niveau de confiance dans le possible caractère positif des innovations et des apports de la science, même si on a un peu plus de modération, de réserve, en tout cas de nuance dans la confiance dans les scientifiques eux-mêmes, ça veut dire qu'il y a vraiment des fortes attentes. Oui, absolument. Et il l'exprime très très bien. Des attentes concernant la santé, guérir le cancer, le sida, l'Alzheimer. Moi, je trouve formidable que nos concitoyens, au passage, estiment qu'à 88%, on va guérir l'Alzheimer. Le sida, c'est vrai qu'on a vu des progrès absolument remarquables, et notamment dans les pays
en voie de développement en Afrique, si on regarde l'histoire des sciences et la confiance qu'on a pu avoir ou non dans la guérison du sida, on voit des modifications extraordinairement considérables en peu de temps. Et la plupart de nos sondés pensent qu'on va pouvoir résoudre les questions qui vous sont indiquées ici, la famine, l'accès à l'eau, les énergies renouvelables, le réchauffement climatique et la prévision des catastrophes naturelles. Ça, c'est important. À savoir, est-ce que la science pourra un jour prédire les tsunamis, les épidémies, les tremblements de terre, etc. Voilà, eh bien oui, c'est ce que souhaitent en tout cas nos concitoyens en toute logique. Ils rêvent même parfois dans la mesure où, dans ces sondages, ils estiment qu'on va voyager dans le temps. Je ne sais pas très bien ce qu'ils entendent par là. Envoyer des humains dans d'autres galaxies, ça ne me semble pas pour demain. En tout cas, moi, je ne le verrai pas. Et découvrir de nouvelles formes de vie, créer un être bionique. Tout cela sont des préoccupations, ou en tout cas des souhaits qui sont exprimés lorsque on interroge nos concitoyens. Donc, quand même, une confiance dans la science indiscutable. Alors, pour les attentes... Oui, alors pour les attentes... Alors, voilà, ça c'est intéressant parce que nos concitoyens attendent beaucoup de la santé. C'est finalement la préoccupation numéro 2, je crois. Je ne l'ai pas dit en vous présentant, vous êtes médecin. Oui, voilà. Et donc je me préoccupe de la santé de mes concitoyens. On y a travaillé au passage dans le domaine cardiovasculaire et on peut être fier du bilan. Parce qu'on a gagné à peu près 1 an d'espérance de vie tous les 4 ans. C'est absolument considérable. Et ceci, en grande partie grâce au progrès dans le domaine de la médecine cardiovasculaire à partir des années, disons, 60-70. Après une forte amélioration de l'espérance de vie grâce au traitement des diarrhées infantiles et d'une meilleure prise en charge des maladies de la prime enfance. Mais la santé, c'est majeur pour nos concitoyens. Et il suscite naturellement nos concitoyens beaucoup d'espoir dans ce domaine-là. On ne peut pas les décevoir. Mais la santé, c'est aussi de passer par la robotique, l'intelligence artificielle, la génétique, et éventuellement par les dangers que peut faire courir l'alimentation, les OGM. Et donc vous voyez, à la fois nos concitoyens espèrent beaucoup des médecins chercheurs, mais en même temps se méfient des modifications du génome des plantes. Alors ceci n'est pas du tout négligeable parce qu'à l'heure actuelle, il y a de nouvelles technologies du génome qui font objet de débat et éventuellement ça peut être une question qu'on pourra aborder tout à l'heure, ce qu'on appelle les NGT, New Genomic Technology, qui fait l'objet d'un débat européen qui a été tranché en n'assimilant pas ces nouvelles techniques aux techniques de GM. Ça, c'est un point vraiment important parce que là, on parle de la nourriture de l'humanité. Bien. Voilà. Est-ce que finalement, nos concitoyens ont confiance ou pas vraiment confiance pour dire la vérité? Alors ça, c'est autre chose. Est-ce que les scientifiques sont des gens fiables, des gens sur lesquels on peut compter pour dire la vérité sur les énergies nouvelles, les cellules souches, etc. Et comme vous le voyez, de la même manière que nos concitoyens sont sceptiques pour donner leur confiance dans les domaines comme le nucléaire, les OGM, les nanotechnologies, qui a été à un moment donné très très controversé. À l'heure actuelle, on en parle moins. Mais comme vous le voyez, il y a une défiance nette, hein, puisque toutes ces technologies sont mises en par nos concitoyens, en ce sens qu'ils estiment que les scientifiques ne disent pas vrai, qu'ils masquent les choses. Et ceci pose évidemment une question, et on va essayer de comprendre pourquoi au fur et à mesure de cette conférence. Alors, avant d'aller sur les quelques exemples de controverses, restons un petit peu sur ce paysage global que vous venez de nous résumer, Pierre Corvol. Non, un fort espoir
que la science apporte des réponses par rapport à des problèmes importants, aussi bien pour les personnes, la santé, que pour notre monde, l'environnement, etc., l'énergie, la mobilité. Une confiance sujet par sujet qui est déjà nettement plus nuancée, des questions de défiance un petit peu plus fortes également par rapport aux scientifiques que par rapport à la capacité de la science à répondre à des questions. Éric Charmettan, est-ce que cette défiance concerne plus le monde scientifique aujourd'hui que d'autres acteurs de la société ou d'autres institutions? Je pense aux entreprises, aux responsables politiques, etc. Comment situez-vous ce niveau de confiance dans la science actuellement? Comme on l'a vu en fait dans les diapos précédentes, en fait le niveau de confiance en la science est quand même encore très élevé. On a vu des chiffres de 80%, alors qu'effectivement quand on va du côté de la politique, on est peut-être à 20% ou en dessous. Sans doute un peu plus de confiance dans les entreprises et dans le monde enseignant. Mais il me semble en fait que peut-être cette confiance aussi plus grande dans la science, malgré un certain nombre de scandales et de difficultés, c'est aussi de se dire que la science, elle a quand même ce souci de porter la vérité, enfin une forme de courage autour de la vérité, de porter peut-être plus le long terme que ne peut le faire par exemple des responsables politiques. Et de fait, aujourd'hui, en fait, on est confronté quand même à, tant du côté des entreprises que du côté en fait politique, à des décisions, des échelles de temps très courtes et qui sont en fait vraiment un problème. Comment porter le long terme, le bien commun sur le long terme dans nos systèmes et nos organisations politiques actuelles. Donc je pense que de la part des citoyens, ils voient bien que voilà, qu'un certain nombre sont plus attachés à conserver le pouvoir, comme Socrate, lui, avait été prêt à mourir pour, voilà, pour rester en fait fidèle à ses idées, et bien qu'on préfère peut-être plutôt changer d'idée ou de parti politique plutôt que effectivement de rester dans une forme de continuité et de recherche voilà, du bien commun dans la durée. Merci. Donc, un niveau de confiance qui est somme toute pas si mal par rapport à d'autres institutions, d'autres acteurs de la politique, de la société. Alors, pour se recentrer un peu sur notre sujet plus concrètement, la controverse, le débat, la mise en cause, la mise en doute, la mise en question, ça fait partie des modes normaux de progression scientifique. Ça en a toujours fait partie, c'est nécessaire, sinon la science ne progresserait pas. Alors aujourd'hui, est-ce différent? Est-ce que mettre en cause les résultats scientifiques, c'est simplement le jeu normal, en fait, de la progression de la science, ou est-ce qu'il y a des mises en cause qui sont plus surprenantes, plus un peu hors sujet peut-être? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de défiance qui sont normales et d'autres qui dépassent ce qu'on pourrait appeler la progression normale de la controverse scientifique? Oui, alors ça, c'est vraiment un sujet essentiel puisque la science, comme disait Victor Hugo, se rature elle-même. Ce n'est pas, au fond, une écriture linéaire. La science s'autorégule aussi par justement ces controverses. Il y a des vraies controverses et des fausses controverses. Les vraies controverses, vous les connaissez, elles sont historiques. Elles touchent essentiellement, je dirais, les sciences dures, les sciences de la Terre, de l'univers. C'est le fait qu'il a été pendant longtemps pensé que voilà, la Terre était le centre du monde, que le Soleil tournait autour de la Terre. Et vous connaissez bien sûr l'histoire avec Copernic d'abord, puis Galilée ensuite. Galilée qui, au passage, est un vrai scientifique. Il fabrique ses lunettes pour pouvoir observer lui-même, et de ces données qu'il a collectées, il en déduit que le système est un système héliocentrique et non pas centré sur la Terre. Donc voilà un vrai débat. Dans les domaines du vivant, c'est plus difficile.
Dans le domaine des sciences dures et de la Terre, on aboutit finalement à des lois qui deviennent effectivement, comme vous l'avez dit, universelles, qui peuvent être appliquées dans des domaines très distincts au départ. La chute des corps dans la théorie de la gravitation et le mouvement des planètes obéissent aux mêmes lois de la gravitation newtonienne. Il est beaucoup plus difficile de trouver dans les sciences du vivant, dans les sciences médicales par exemple, des théories des lois. Alors bien sûr, nous avons l'évolution des espèces, qui est une théorie, la théorie darwinienne, mais elle-même s'est bâtie un petit peu en opposition avec Lamarck, qui lui pensait que les caractères acquis pouvaient être transmis. Et donc Darwin gagne dans un premier round. Mais au second round, qui est à l'heure actuelle le domaine de l'épigénétique, qui va au-delà de la génétique, on revient sur l'idée lamarckienne qu'il y a la possibilité de transmettre, je dirais, un certain nombre de phénomènes acquis au cours de la vie. Et c'est d'une importance capitale. Je prends simplement un exemple médical. À l'heure actuelle, on travaille sur le fait que quelqu'un enceinte qui continue à s'intoxiquer par la cocaïne ou par l'alcool peut transmettre éventuellement une modification du patrimoine génétique par l'épigénèse à sa descendance. Difficile à démontrer chez l'homme, mais en tout cas maintenant de plus en plus plausible sur le plan expérimental. Alors, ceci pour bien contraster de façon un peu caricaturale ces deux grands domaines de la science. C'est encore plus difficile, bien sûr, pour les sciences humaines et sociales. Mais alors, on a aussi, ce que vous signaliez, quand même, je dirais, des comportements stupéfiants. Oui, je dis bien stupéfiants. Un Français sur 10 croit que la Terre est encore plate. Mais on y pense, parce que sur le plateau de Saclay, on trouve que la Terre est plate. Donc, on est, par notre cerveau, dans les illusions. Et c'est ça qui va être difficile en matière scientifique, c'est de passer au-delà du monde que l'on ressent au monde réel, au monde scientifiquement établi. Ça, c'est pas simple. L'évolution des espèces, j'en ai dit un mot, mais il faut quand même savoir qu'un Américain sur 3 est créationniste. C'est-à-dire que l'homme a été créé il y a 6000 ans, à peu près. Hein. On n'est pas à 100 ans près, quand même. Et le changement climatique, nous avons encore plus de 40% de climato-sceptiques dans un sondage français par le CEVIPOF l'année dernière. Donc c'est dire qu'il y a un travail considérable pour tout cela, avec un niveau de preuve dans le vivant, comme je l'ai dit, qui est difficile, qui n'a pas la même solidité, parce qu'une fois qu'on a établi sur les sciences dures une loi, on peut en déduire d'autres lois à venir. Et éventuellement, on peut réfuter la loi initiale si les expériences ne vont pas dans le sens prédit par la loi en question. Mais dans le domaine du vivant, nous sommes dans un domaine beaucoup plus délicat pour lequel la confiance est néanmoins nécessaire dans les scientifiques. On comprend bien qu'effectivement, selon les sujets, ce soit différent, mais effectivement, certains taux de scepticisme que vous mentionnez, y compris dans des enquêtes récentes, est assez stupéfiant. Alors, avant de se demander comment répondre à ces niveaux de défiance, pouvez-vous nous partager votre analyse sur les causes ou bien sur des facteurs la favorisant, même si trouver des causes uniques n'est pas forcément évident? Alors ça, c'est une question vaste qu'on va essayer de disséquer ensemble. C'est pas évident de dire, mais si on a une instruction plus complète, une explication plus profonde sur les technologies nouvelles, par exemple, on va pouvoir aider les gens à comprendre. Maintenant, je pense que si vous venez par la voiture ici avec le GPS, vous ne savez pas très bien comment marche votre GPS. C'est quand même de la mécanique quantique, de la thermodynamique, la théorie de la relativité restreinte et générale sont utilisées pour le GPS.
il y a une triangulation avec des horloges atomiques qui permettent une géolocalisation précise. Je ne pense pas que beaucoup d'entre nous, moi le premier bien entendu, lorsque nous ne croyons pas pour le mettre, difficile de comprendre un certain nombre de sujets. Et nous sommes là au cœur d'une question qui va se développer avec l'intelligence artificielle et les intelligences artificielles génératives. Je reviens ce matin même d'un débat au Conseil consultatif national d'éthique sur les intelligences artificielles génératives, avec tout un problème d'éthique qui va se poser. Alors on peut dire qu'il faut essayer de faire comprendre comment marchent les algorithmes. Oui, d'accord, mais ça me semble bien difficile et il va falloir passer un certain nombre d'obstacles pour pouvoir faire comprendre ceci au public. Le gros problème aussi, c'est bien sûr les fraudes et les conflits d'intérêts majeurs. Et notre société a maintenant perdu confiance dans un certain nombre d'entreprises. Je ne vais pas en citer, hélas, il y en a trop, mais dans le domaine notamment de la santé, il est évident qu'il y a eu des coups donnés qui ont sapé la confiance du public et qui ne va pas être récupérable avant des années et des années. Et je ne sais pas comment. L'instrumentalisation de la science. Alors moi qui travaille dans le domaine cardiovasculaire et qui me bats contre le tabagisme, personne ne fume ici, très bien, eh bien, vous savez qu'il y a eu une campagne par les cigarettiers, mais monstrueuse. Et ce qui est intéressant, c'est de disséquer la manière dont les cigarettiers se sont organisés. Ils ont commencé d'abord par nier en bloc toutes les statistiques qui montraient une association et une relation causale entre le tabagisme, le cancer du poumon et les maladies cardiovasculaires du type infarctus du myocarde, etc. Ils ont nié cela en disant que les statistiques sont fausses. Pour pouvoir le dire, ils ont créé en fait une Tobacco Research Council de façon à dire qu'eux, ils avaient promu une science qui était la science correcte, sound science, à côté de junk science, oui, des statisticiens, épidémiologistes et autres. Et, ils ont été aidés en cela dans des officines, je vous cite quand même le nom, Brown et autres, qui disaient que leur business, c'était la science du doute, parce que quand on instille le doute, eh bien, on pourrit en quelque sorte que peut avoir le public devant le réseau des faits. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et ça n'est pas fini. On le voit bien, les mêmes types de raisonnement avec les pesticides, les OGM, etc. Alors, Pierre, on me demande de permuter les micros, donc ce que je vais faire. Bon, eh bien, continuons avec la grande question pour les sciences du vivant, qui est la difficulté, je crois, pour beaucoup de personnes de comprendre que nous ne sommes pas dans des relations causales comme celles d'une planète qui tourne autour d'une autre planète, mais dans un raisonnement qui est de type probabiliste. Malheureusement, l'enseignement des statistiques n'est pas quelque chose qui est suffisamment développé, en tout cas je le crois, et c'est pourtant essentiel. Et notamment pour comprendre les intelligences génératives, il est essentiel de comprendre qu'on est là dans un raisonnement mathématique, simplement de probabilité qui va croissant pour pouvoir affirmer que ceci ou cela. Donc, les sciences du vivant, par définition, nous n'aurons jamais de certitude. Et donc, il faut aussi le faire comprendre à nos concitoyens, qui, au passage, ont une tendance à penser que le naturel est meilleur que l'artificiel. Autrement dit, on le voit bien en médecine, la tendance à privilégier les médecines douces, l'homéopathie, etc., qui au passage a été mise un petit peu à l'écart dans la mesure où il n'y a aucun argument qui montre que ceci apporte quoi que ce soit comme bénéfice, eh bien, on peut très bien comprendre néanmoins qu'un certain nombre de la population ne participe pas à cette communication.
Les citoyens français, entre autres, sont méfiants vis-à-vis de leur gouvernement, de leurs agences, qui ne favorisent pas non plus, bien sûr, la connaissance scientifique. Les dérives de la communication. Alors là, c'est le grand problème des médias qui, on l'a vu au moment du Covid, qui ont survendu, qui n'ont pas vérifié un minimum et qui ont propagé, je dirais, avec la complicité, hein, quand même, il faut le dire aussi, d'un certain nombre de scientifiques. Regardez, moi je l'ai vu attentivement, le film Hold Up, qui quand même est fondé sur le fait qu'il y a un complot d'un certain nombre d'individus pour pouvoir éradiquer la pauvreté en supprimant les pauvres avec le Covid. Il faut voir les théories délirantes qui sont arrivées. Alors ceci n'est pas récent. Je disais à l'instant que La guerre des mondes, qui a été un livre bien connu de Henry Wells, est à l'origine d'une émission de télévision de Orson Welles qui, en 1938, a fait croire au public américain que les Martiens débarquaient. Et tout le monde connaît cette histoire avec les Martiens qui débarquent, l'affolement très bien relayé par les médias radio, des populations qui se précipitent dans les abris, et même qui vont jusqu'à se suicider. En fait, cette histoire-là est terriblement exagérée. Elle n'a pas entraîné cette émission, la catastrophe, je dirais, le bouleversement qui a été décrit ultérieurement. Et ceci, dans un but précis, c'est que les médias papier se voyaient à cette époque-là concurrencés par les médias radio pour les bénéfices publicitaires. Et donc, ils ont exagéré l'émotion quand même de cette émission d'Orson Welles pour dire, vous voyez comme c'est dangereux. Nous, médias papier, on n'aurait jamais fait ça. On vous aurait donné une vraie information. Donc, ça montre aussi la difficulté dans la communication de bien comprendre quelles sont les motivations profondes d'une information. Voilà. Alors, bon, la génération et la propagation des fake news, vous l'avez vu là aussi au cours, malheureusement, des années récentes, avec, je dirais, les réseaux sociaux qui ont amplifié viralement, notamment au moment du Covid, tout ce qui s'est passé. Alors, évidemment, on dit cela, mais il ne faut pas oublier que quand même les réseaux sociaux peuvent avoir aussi des possibilités de contre-réagir. Et je ne sais pas si vous connaissez Mister Sam ou La Tronche en biais. Alors, je vous donne deux YouTube qui vont contre, justement, la propagation des fausses nouvelles et qui sont des YouTube très suivis, plusieurs millions de followers, sur des sujets scientifiques, analysés par des non-scientifiques, et c'est ça qui en fait tout l'intérêt. Donc, en même temps qu'arrive quelque chose, il y a une contre-régulation. C'est ça qui est aussi intéressant et qu'il faut essayer de soutenir d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup pour cet exposé des origines de la défiance. Ce survol, on reviendra sur certains d'entre eux, bien sûr. Mais avant, Éric Charmetan, donc, en tant que philosophe, est-ce que vous voulez réagir ou éclairer l'une ou l'autre de ces origines ? Peut-être on peut s'interroger sur le fait qu'il y a sans doute aussi d'autres régimes de production de la vérité qui sont en train d'émerger ces dernières années, ou en tout cas d'être amplifiés, parce que c'est vrai qu'on était habitué plutôt à la référence, je sais pas, un maître de sagesse religieuse qui peut nous présenter une forme de vérité liée à des pratiques, des connaissances, utiliser des médicaments, donc par la technique, une manière d'accéder à la vérité justement autour de la réflexion des communautés scientifiques, de leur ethos. Et là, effectivement, il me semble en fait qu'il y a deux modes nouveaux, alors de production de la vérité entre guillemets, un mode qui serait lié effectivement à ce qu'on appelle l'agnotologie. Donc en fait, c'est un mot qui est apparu dans les années 90 pour justement parler de ces théories de l'ignorance, mais de l'ignorance provoquée ou veut dire préméditée. On l'a entendu par exemple par rapport au tabac. Effectivement,
de produire, entre guillemets, des sciences, des résultats scientifiques alternatifs. D'autres manières, c'était finalement d'encourager des recherches qui n'aboutissent à rien, par exemple d'étudier les corrélations entre la calvitie et le cancer du poumon, enfin, de financer plein de choses qui, en fait, finalement, vont attirer l'attention sur autre chose que vraiment ce qu'on recherche du côté de la vérité en sciences. Et donc, c'est vrai que ces théories de l'agnotologie, en fait, ou cette théorie de l'ignorance, elle est assez présente. On l'a vu aussi, je ne sais pas si on aura l'occasion d'approfondir trop, ça, c'est du côté aussi des perturbateurs endocriniens, le bisphénol A, etc. Comment, en fait, des sociétés ont utilisé des scientifiques qui pouvaient douter, peut-être parce que ça changeait, en fait, la relation habituelle entre en fait, la dose et l'effet. Donc là, du coup, c'est beaucoup plus complexe du côté des perturbateurs endocriniens. Donc, une très faible dose peut avoir des effets très importants. Et donc, effectivement, certains scientifiques doutaient de ce changement de paradigme auquel ils étaient appelés. Et ça a été exploité, effectivement, par un certain nombre de fabricants de plastique, justement, pour surtout ne rien faire. Alors ça, je pense qu'effectivement, c'est vraiment quelque chose d'important de s'interroger, enfin on le verra un peu plus tard, sur qu'est-ce que c'est que le doute scientifique par rapport à ce doute prémédité ou orienté par certains lobbies, entreprises qui ont des intérêts particuliers. L'autre point, en fait, aussi dans le régime de production de la vérité, c'est quand même, et ça me frappe, peut-être les premiers étudiants qui ont commencé à me parler de théorie du complot, ou en tout cas à se faire le relais de théorie du complot. Peut-être c'était il y a 4-5 ans. C'était vraiment un grand choc pour moi. Et en fait, se dire, effectivement, certains sont dans des réseaux d'information, des silos, où finalement c'est toujours plus ou moins les mêmes opinions qui sont mises en avant. Et donc on va chercher en fait à dévoiler des vérités cachées aux yeux du grand nombre. Donc il y a un côté un peu gnostique en fait dans ces théories du complot, parce qu'il y a quelques initiés qui, eux, accèdent à cette histoire cachée et donc ça peut être aussi bien, par exemple, sur l'origine du sida, où donc depuis les années 80, il y a cette rumeur que ça a été créé dans un laboratoire aux États-Unis, alors qu'effectivement les microbiologistes, par les mutations génétiques, ils mettre ça plutôt que le patient zéro dans les années peut-être 1920. Voilà. Donc, et que ça s'est propagé à bas bruit, en fait, avant que ça explose dans les années 1980. Donc, pour dire effectivement que c'est quelque chose effectivement de très difficile aussi, comment expliquer, parce que quand vous avez quelqu'un qui est pris dans des théories du complot, en général, c'est plusieurs, et il est peu ouvert à une mise en cause où, en fait, si on met en cause ce qu'il dit ou ses raisons, il va penser que vous êtes vraiment un naïf. Merci. Alors, c'est difficile. Donc, que peut-on faire ? Que peut-on faire pour rétablir ou reconsolider, parce qu'il n'a pas disparu, un rapport de confiance entre science et société ? Éric, donc comment voyez-vous cette question de rétablir un rapport de confiance entre science et société, et en particulier, comment voyez-vous cette question du doute ? Il me semble, en fait, pour rétablir la confiance, effectivement, il faut travailler du point de vue de l'éducation. Il me semble qu'en France, par exemple, on a une forme d'enseignement des sciences où on enseigne toujours la dernière vérité. Et en fait, on ne fait pas entrer en fait, les lycéens finalement dans la manière dont se fait la recherche scientifique. Et souvent, il faut attendre peut-être d'être en master ou en doctorat, en fait, pour se rendre compte effectivement que par rapport à un certain nombre de questions qui se posent, on n'a pas forcément de réponse définitive, qu'on est en recherche, qu'il y a des alternatives, mais que pour autant, il y a quand même une quête de la vérité. Donc, c'est pas dire tout se vaut ou en fait, on peut rien savoir. Mais il me semble, effectivement, si on pouvait aider aussi à prendre conscience de la manière dont
dont le savoir scientifique s'établit, ça aiderait. Je pense qu'il y a aussi peut-être s'interroger, enfin, Aristote s'interrogeait sur, notamment dans les régimes politiques, l'importance à la fois des vertus des hommes politiques, mais aussi les vertus des citoyens. Et peut-être dans ce domaine, effectivement, je trouve qu'il y a quand même à s'interroger sur quelles sont les vertus scientifiques peut-être ou des scientifiques à encourager, à favoriser, et puis aussi du côté des citoyens pour aussi ne pas être pris au piège de ces théories du complot ou de la gnotologie. Enfin, voilà, il me semble donc alors c'est sans doute à long terme pour faire bouger les choses. Il me semble aussi que effectivement travailler sur cette question du doute dans une société où on est quand même très attiré par des formes de polarisation. Certains disent qu'un peu le caractéristique de notre époque, c'est finalement la polarisation, le populisme et la post-vérité. Donc un peu ces 3 P où on aime bien effectivement une forme, on a évoqué, de simplification extrême des positions. Donc d'accepter en fait d'entrer dans une forme de complexité et que ce doute finalement qui est organisé dans les communautés scientifiques, parce que c'est toujours se dire, bah, on propose une théorie, une manière de voir les choses, mais peut-être qu'il y a une alternative. Et est-ce qu'on a essayé suffisamment d'alternatives en fait pour être renforcé en fait dans la conviction que cette théorie a de la valeur, ou au contraire, est-ce que l'idée même du doute, ça conduit à une forme de doute généralisé où il n'y a plus de vérité, où il y a une vérité cachée dans ces théories du complot. Voilà, donc cette question effectivement d'accepter, moi ce que je trouve très beau en fait dans les chercheurs scientifiques, c'est quand ils avouent qu'ils ne savent pas ou qu'il y a plein de choses qu'ils ne savent pas. Et c'est vrai que dans la manière dont est véhiculé en fait, les connaissances scientifiques, on aime plutôt des gens qui disent qu'ils savent. Et on l'avait vu pour le Covid. Merci. Alors, on va avancer pour avoir le temps du débat derrière et des questions. Donc, Pierre Corvol, les réseaux sociaux, et pas seulement eux, certains médias, certaines entreprises, éventuellement pour des questions de conflit d'intérêts ou voilà, d'intérêts particuliers, peuvent diffuser, amplifier des rumeurs, des doutes, des fausses infos parfois. La période Covid, vous l'avez dit, on a donné l'illustration et on a d'autres exemples. En pratique, est-ce qu'on a des outils, des méthodes pour repérer, démasquer, dénoncer ces fake news ou ces déformations? Alors oui, la société a très vite réagi. C'est ça qui est aussi intéressant à voir. Elle a mis en place des outils pour dépister et combattre défiance, malscience, fake news, etc. Et donc, je cite simplement rapidement quelques sites qui se sont mis en place à peu près aux environs 2015. C'est quand même récent. Après, nous avons eu malheureusement l'attentat de Charlie Hebdo, et Laurence Bloch, qui était à ce moment-là directrice de France Inter, a décidé, avec son staff de journalistes, de faire ce qu'on appelait interclasse, c'est-à-dire d'aller, je crois que c'était à Lille et à Marseille, dans des classes de terminale pour apprendre, c'était un petit expérimental, hein, bien entendu, pas généraliser tout cela, mais leur faire comprendre qu'est-ce que c'est qu'une investigation, qu'est-ce que c'est que le journalisme d'investigation, remonter aux sources, être critique. Et après, vous avez vu les décodeurs du monde, Crosscheck, qui est une plateforme qui est partagée par un certain nombre de sites qui cherchent à dépister les fake news. Vous en avez d'autres qui sont indiqués ici. L'INSERM a un fake news en santé. Alors, ça n'est pas la panacée, hein. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y aura pas encore d'autres informations fausses ou d'informations délibérément manipulées pour une raison bien spécifique, mais en tout cas, ça existe. Alors, je ne vais pas avoir le temps de
d'amplifier un petit peu cette réflexion sur le fait qu'il y a eu des tentations, je dirais, dans certains pays, d'avoir des ministères de la vérité scientifique, sans parler de George Orwell, naturellement 1984. Mais enfin, il y a un débat aussi qui est intéressant à ce sujet, qu'on pourra éventuellement voir. Mais en tout cas, il y a quelques bonnes nouvelles. Non, la fête des mères n'a pas été inventée par Pétain. Oui, les traitements du cancer améliorent l'espérance de vie. Non, une femme n'a pas été lynchée à la fête de la musique. Non, un adolescent de 14 ans ne s'est pas suicidé à cause du réchauffement climatique. Et oui, Santé Plus Magazine est un site emblématique de la malinformation sur la santé. Donc on a quand même un certain nombre de choses qui nous permettent d'avancer avec les sites que je viens de vous indiquer. Oui, mais en contestant des contre-vérités, on leur donne aussi une ampleur, une visibilité. Hein, voilà. Alors, donc, réhabiliter un rapport de confiance entre science et société, quelques éléments de méthode, assez rapidement, hein, pour qu'on puisse avoir le temps des échanges. Alors, simplement, la première chose, mais c'est la base, hein, c'est de promouvoir une recherche intègre et responsable. Intègre, ça veut dire ne pas toucher aux résultats. Non tangere. Je reviens à l'étymologie. Donc vraiment, c'est un point important. Et c'est essentiel, puisque une vérité tronquée, déviée et falsifiée peut avoir des conséquences sociétales, socio-économiques considérables. Alors, en France, nous avons réellement débuté une politique d'intégrité scientifique relativement récemment, c'est-à-dire à moins de 10 ans en pratique. Les États-Unis nous ont précédés largement, de plus de 20 ans, par rapport à la mobilisation française. Et nous avons maintenant un Office français d'intégrité scientifique qui a été créé en 2017 et une loi qui, pour la première fois, une loi de programmation de la recherche, mettait dans le code de la recherche la définition de l'intégrité scientifique et créait en même temps ou amplifiait l'Office français d'intégrité scientifique. D'accord. Donc ça, c'est la partie institutionnelle, le cadrage des principes, le rappel des principes. Vous aviez évoqué dans les origines les éventuels conflits d'intérêts ou intérêt à déformer tel ou tel résultat. Vous n'avez pas encore évoqué les modes de financement de la recherche. Or, dans tout système de société, pas seulement scientifique, les modes de financement peuvent être des instruments de pression. Alors, qu'en est-il dans la recherche, puisqu'on a de plus en plus de financement en appel à projet par programme, voilà. Donc, le financement de la recherche sur des thèmes généraux sans cadrage prédéfini recule par rapport au financement de la recherche en appel à projet. Comment voyez-vous cette évolution ? Et est-ce que ce n'est pas d'un côté rassurant pour le citoyen de savoir qu'il y a une instance indépendante de la recherche qui a réfléchi à quels pouvaient être les usages de la recherche, l'utilité sociale de la recherche, etc., en définissant des objectifs et en lançant des appels à projets. Ça, c'est l'aspect positif. Ou alors, est-ce qu'au contraire, c'est la porte ouverte à une pression via le financement ? Alors, c'est une vaste question et passionnante. C'est vrai que le financement de la recherche est une question qui habite pratiquement les discussions au moment du café de tous les chercheurs. La pause café ou la pause thé, suivant qu'on habite en Europe ou en Grande-Bretagne. Voilà, c'est une question fondamentale. Alors, l'appel à projet est quelque chose qui est quand même très, très libre, je veux dire par là, qui permet la compétition, qui permet l'évaluation par les pairs. La recherche avec programme, comme à l'heure actuelle, pour la plupart de l'argent donné à la recherche, c'est une recherche programmatique. À ce moment-là, c'est le gouvernement, le ministère, avec l'aide des grands organismes de recherche et d'une manière générale les acteurs de la recherche scientifique, qui vont définir des grands programmes de façon à ce que la France ne perde pas ou consolide le leadership dans certains domaines.
et notamment dans le domaine de l'aérospatial, le domaine de la santé, le domaine de la cybersécurité et d'autres, bien sûr. À ce moment-là, on est bien obligé de faire une recherche programmatique, c'est vrai. Mais d'un autre côté, je suis très sensible à la question que vous posez, que les citoyens peuvent dire, mais on aimerait avoir plus de recherche sur le climat. Est-ce que nous faisons suffisamment? Je me rappelle avoir discuté de recherche au CESE, au Conseil environnemental et économique et environnemental, où la question voilà, des citoyens qui sont présents au CESE disaient on aimerait avoir plus d'une recherche libre, affranchie des contraintes d'une recherche programmatique. Je crois que c'est un vrai sujet que le gouvernement, les chercheurs et les autorités qui finalement vont délivrer les programmes et l'argent de la recherche doivent entendre. Et ça fait partie de la participation, à mon avis, des citoyens à la recherche, au niveau de l'élaboration des programmes qui doivent être entendus, je pense, par les autorités. Il faut trouver un équilibre entre les deux. D'ailleurs, à l'Agence nationale de la recherche, dont je préside à l'heure actuelle le comité de pilotage scientifique, nous avons un programme qui est un programme libre. C'est-à-dire qu'un programme à risque, ça s'appelle un programme blanc, programme de recherche, qui permet, à partir d'un projet quand même qui va être soumis, on ne peut pas donner l'argent du public à, je dirais, une idée qui n'aurait pas de fondement minimum sur le plan scientifique, mais voilà, on est sensible à cela et il est tout à fait logique que nous devons être plus conscients de ce financement dans la mesure où c'est nos impôts qui le financent, et de même que l'intégrité de notre recherche est exigible compte tenu de la confiance que nous font nos concitoyens. Intégrité, liberté. Éric Charmetan, pouvez-vous compléter avec votre regard de philosophe des sciences? En fait, il y a une question de plus en plus forte actuellement, c'est parce qu'on dit parfois il faudrait que le privé finance plus la recherche. Donc voilà, des entreprises. Mais en fait, on se dit que dans un certain nombre de questions, par exemple de santé publique, voilà, est-ce que c'est possible en fait d'avoir une intégrité de la recherche? Si vous demandez à Monsanto, enfin, de faire de la recherche sur les pesticides, est-ce qu'il peut produire en fait une recherche qui soit, enfin, honnête, intègre? En fait, vous avez quand même des doutes assez forts, et donc se dire qu'il y a quand même une responsabilité, en tout cas au niveau des États et puis de l'Europe, en fait, quand même de financer des recherches de santé publique, voilà, sur des projets. Moi, il me semble, en fait, souvent on parle qu'on fait aucune étude sur les associations de pesticides. On étudie un pesticide un par un, mais on ne fait pas trop les cocktails. Et donc, il me semble qu'il y a vraiment beaucoup d'enjeux du côté de la santé publique, en fait, de favoriser, en fait, quand même des programmes où il y aurait quand même une certaine voilà, autonomie aussi des équipes de recherche pour, en fait, être autant que possible à l'écart des pressions venant de différents groupes. Voilà. Et puis peut-être l'autre chose en fait qu'on se dit important du côté de la recherche, et parce qu'il y a peut-être des pertes aussi très importantes, je l'entends aussi assez souvent, c'est-à-dire que quand des recherches ont donné des résultats négatifs, en fait on ne le publie pas, en fait donc du coup c'est un peu passé par perte et profit. Et je pense qu'il y a aussi peut-être à faire des efforts de ce côté-là pour valoriser, même si on aime plutôt valoriser des succès, aussi qu'il y a toute une connaissance liée à des échecs dans un certain nombre d'hypothèses de recherche. Inévitable. Donc la recherche a besoin de moyens, a besoin de liberté. Pierre Corvol, est-ce que vous pouvez nous donner quelques repères sur ce qui existe justement comme repères sur la liberté de la recherche scientifique? Alors c'est une question qui est abordée au niveau européen avec la déclaration de Bonn en 2020
sur la liberté de la recherche scientifique. D'ailleurs, au passage, j'étais un peu surpris de voir que cette déclaration, qui est extrêmement importante, n'a pas eu beaucoup d'écho. Hein. Donc, quand même, c'est surprenant. Dans les médias qui s'intéressent particulièrement à la recherche scientifique et les chercheurs, peu, pas beaucoup, en tout cas pas suffisamment, connaissent cette déclaration qui insiste sur la liberté qu'a le chercheur de définir les questions de recherche, la possibilité de les partager, les diffuser et de publier ouvertement les résultats. Donc c'est fondamental. Même si des résultats qui n'arrangent pas, entre guillemets, ceux qui ont financé les recherches. La liberté d'expression d'opinion. Donc le chercheur, l'enseignant a la liberté de s'exprimer en public. Je ne vais pas rentrer dans le débat parce que c'est évidemment extrêmement important et plus complexe qu'il n'y paraît. Au niveau européen, il y a un souhait de promouvoir une réflexion juridique qui soit préalable à une réglementation sur l'intégrité scientifique et les libertés académiques. Mais vraiment, c'est un sujet important qui concerne l'espace européen de recherche. Il y a un mot qui est important ici, c'est publier ouvertement les résultats. Et vous savez qu'il existe en France une loi, en 2016, la loi de la République numérique, dite loi pour l'ouverture, entre autres, des données de la recherche publique à l'ensemble des concitoyens qui financent cette recherche. Cette loi suit, là encore, un exemple nord-américain, puisque aux États-Unis, il est fait obligation pour toute recherche financée par l'argent public et a fortiori fédéral, d'avoir la liberté d'accès aux données sources. Les données sources, les codes, c'est-à-dire les algorithmes, et aussi la possibilité de publier avec, au maximum possible, une liberté d'accès aux publications. Alors ceci se fait très difficilement, puisque là on est évidemment en difficulté avec les éditeurs, mais enfin, il y a toute une réflexion et gouvernementale en France notamment sur la science ouverte, ce qu'on appelle la science ouverte. Ça fait partie, je crois, vraiment des acquis qu'il faut que nous... Là, on aborde la relation entre le citoyen et la science. Complètement. Alors, sur cette question de la relation entre le citoyen et la science, un autre aspect que Eric avait effleuré, c'était la question de la participation du citoyen, du partage un partage de la connaissance, voire de la production scientifique avec le citoyen. Pouvez-vous nous en dire quelques éléments ? Alors, effectivement, la science participative est quelque chose qui me semble tout à fait passionnant avec deux aspects, pour qu'on soit bien d'accord. La science participative, c'est d'une part le public qui n'est pas particulièrement formé à la science, mais qui souhaite participer à la collection d'informations qui peuvent donner des renseignements extrêmement importants et difficilement atteignables autrement. Par exemple, en matière d'écologie, la surveillance de la faune, de la flore dans certains endroits, avec le temps, et c'est impossible à gérer autrement que par une authentique participation du citoyen. Il n'a pas besoin d'avoir énormément de connaissances. D'ailleurs, les informations qu'il va donner vont pouvoir être validées. C'est ce qui se passe effectivement. Il y a un site, si vous vous intéressez aux orchidées, vous pouvez parfaitement repérer la floraison des orchidées en fonction du temps, en fonction du lieu. On voit d'ailleurs que les orchidées fleurissent plus vite que maintenant qu'avant. Et vous vous envoyez la photo de la fleur et vous cliquez et on vous dit oui, c'est bon, elle va faire partie du thésaurus. Ça, c'est une participation du citoyen qui est importante et on peut comprendre que c'est un peu plus complexe éventuellement. Mais il y a une autre participation de gens qui sont des scientifiques, mais qui ne sont pas dans les institutions ni publiques ni privées, mais qui ont des connaissances, qui sont des experts, et que le public ou le privé peut mobiliser pour pouvoir résoudre des problèmes complexes.
notamment dans le domaine de l'informatique, en mettant en place des compétitions, des contests, pour prendre le terme américain, de façon à résoudre un certain nombre de sujets difficiles qu'en interne, ni la compagnie privée, ni même le public ne pourraient résoudre. Donc à ce moment-là, avec un réseau qui est mis en place, on peut arriver avec des experts à des solutions inédites qui n'auraient pas été trouvées autrement. De la même manière, vous avez peut-être entendu, il y a des Fab Labs, c'est-à-dire des fabrications possibles d'objets dans des laboratoires mis en commun. Là, c'est une science participative qui, je crois, est intéressante et nouvelle, qui va se développer de plus en plus. Donc, je crois qu'à partir du moment où on fait de la science, on commence à avoir un esprit critique parce qu'on a des succès, des échecs, et on apprend beaucoup des échecs, bien sûr. Et donc, on devient plus critique, et en même temps, je crois qu'on façonne de cette façon-là une confiance pour soi, ce qui est important, une confiance en les autres, et que les autres vont vous accorder progressivement. Merci. Donc ça suppose bien sûr pour se développer voilà, de manière positive, comme vous l'évoquez, que les citoyens acceptent que la science est complexe, la place du doute qu'évoquait Éric Charmettan. Voilà, c'est quand même des conditions, c'est pas immédiat, on ne peut pas claquer dans les doigts et faire ça. Je vais aller, sauf si Éric Charmettan veut ajouter quelque chose, peut-être aborder le dernier point qui est la relation entre la science et le politique pour qu'on puisse ensuite avoir les échanges. Donc, oui. Très rapidement. Non, en fait, juste peut-être sur la question de la complexité, je pense que effectivement, d'arriver à articuler plusieurs regards sur la réalité, sur les choses, enfin, c'est vraiment très important parce qu'il y a peut-être une manière de faire de la science aujourd'hui qui est hyper spécialisée. Où donc il y a quelqu'un qui va être spécialiste sur un domaine très très étroit et que en fait on a besoin aussi de gens qui sont capables de faire des liens et pour la créativité scientifique en fait que ça soit le lien par exemple la métaphysique autrefois, enfin la question de la sphère, la perfection de la sphère ou le lien avec les analogies. Donc en fait je pense que être capable de faire des liens et d'entrer dans une forme de complexité du réel, c'est très important pour la créativité scientifique. Oui. Donc, dernier point, le rapport entre la science et le politique, rapidement, pour qu'on puisse avoir les échanges après. Alors, très rapidement, je dirais que ce que le public ne sait peut-être pas toujours, c'est qu'il existe un office parlementaire des choix technologiques qui a été créé il y a à peu près une vingtaine d'années, ou moins que cela d'ailleurs, mais qui associe des parlementaires de différents bords, des sénateurs et des députés. C'est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques qui s'intéresse à tout ce que l'on vient de discuter et qui peuvent ainsi éclairer les parlementaires. Au point de vue européen, je vous ai dit un mot sur la charte de Bonn qui promeut la liberté académique. Et alors aux États-Unis, je trouve que c'est très intéressant, ils ont créé ce qu'on appelle une task force, c'est-à-dire une force de frappe pour une scientifically evidence-based policy. Et ça, c'est Joe Biden qui, en 2020, à peine élu, a souhaité associer toutes les décisions gouvernementales qui se fondent sur des faits scientifiques à, au fond, l'examen critique, méticuleux de l'intégrité des données, de leur validité, en quelque sorte, avant de prendre une décision politique. Et ceci est né, entre autres, de l'administration précédente. Là, ici, vous voyez le précédent président des États-Unis qui commente un ouragan qui va arriver au niveau de la Floride en disant, écoutez, ne vous en faites pas, circulez, il n'y a rien à voir. Ces prédicteurs, ces météorologistes ont complètement saboté leurs observations, rien n'arrivera. Et c'est exactement l'inverse, malheureusement pour lui, mais ce n'est pas la première fois, qui s'est passé. Et donc, à l'issue je dirais, de phénomènes de ce type répétés avec cette administration, Biden
a créé un groupe d'une cinquantaine de scientifiques qui sont là pour protéger l'intégrité des décisions prises par le gouvernement, dans la mesure où elles s'assurent ainsi que quand on dit que sur le plan écologique il y a telle évolution, eh bien ceci correspond à la vérification par des experts. Merci, voilà ce que oui. Alors c'est quand même assez complexe tout cela, parce que les interactions entre le politique et la science sont aussi le reflet, la conséquence ou l'influence sur l'opinion publique. Le citoyen élit le politique, les médias agissent sur la formation de l'opinion publique. Voilà, donc là, on sent bien qu'il y a une imbrication complexe avec effectivement des postures politiques qui peuvent être très, très différentes. Vous illustrez des postures très différentes, notamment aux États-Unis. Donc, avant de passer la parole, est-ce que vous pouvez nous donner une vue d'ensemble de recommandations qui actuellement paraissent, pour ceux qui réfléchissent à ces sujets, être un cocktail nécessaire? Voilà, écoutez, pour être très simple, et en plus, j'imagine que tout le monde a cela en tête, et donc je ne vais pas innover. Néanmoins, c'est ce que nous avions proposé lors du sommet du G7 en France, les 7 académies des sciences des 7 pays qui font le G7. Proposait bien sûr de promouvoir l'éducation scientifique à partir de l'école élémentaire. En France, au passage, on a un système qui s'appelle la main à la pâte, dont je pourrais dire un mot s'il y avait une question là-dessus, mais qui est tout à fait performant. C'est-à-dire, c'est au niveau de l'école primaire qu'on apprend aux enfants ce que c'est que la science et l'esprit critique. Et ça, je trouve ça remarquable. Accroître le dialogue et la confiance mutuelle entre le public, les politiques, justement, et les scientifiques, et prendre en compte les données scientifiques dans les processus de décision, c'est ce qu'on a évoqué à plusieurs reprises. Et bien sûr, enseigner les principes fondamentaux d'éthique, d'intégrité et de responsabilité en sciences. Et ceci, encore une fois, très très tôt. Très très tôt, puisque il n'y a aucune raison qu'un tout jeune ne comprenne pas ce que c'est que de respecter, je dirais, les faits et de ne pas commencer à les interpréter à sa façon, de les falsifier. Et je pense que c'est l'essentiel de ce que nous avons pu, lors de notre G7 en tout cas, discuter. Voilà l'essentiel des... Et comme le dit Eric, c'est un sujet complexe. Il ne faut pas croire qu'on a épuisé le sujet avec 1 heure, ou même, ouais, même pas 1 heure. Ah si, Si. Une bonne Mais heure, il est dense pardon. comme sujet. Il est temps de se taire. Alors, je crois qu'on va passer la parole, aux participants. On a des questions sur le chat, mais avant de reprendre des questions du chat, est-ce que quelqu'un dans la salle veut intervenir? Et sinon, je prends les questions du chat. Waouh. Dominique. Une question qui reprend un peu l'ensemble, mais qui dit ma propre difficulté. Avec les études que j'ai faites, je dois faire partie dans ma génération des au moins 5% de gens qui ont la meilleure formation scientifique. Quand je vois des gens m'expliquer sur Internet que la Terre est plate, je peux parfaitement faire moi-même la démonstration qu'ils ont tort, ou à peu près, même si je n'ai pas de télescope dans ma chambre. En revanche, quand j'entends quelqu'un qui est diplômé de l'UNIF, qui est professeur à l'université française, m'expliquer en long, en large et en travers avec plein de graphiques que l'augmentation du taux de carbone n'est pas la cause, mais la conséquence du réchauffement climatique, malgré le fait que je sois dans les 5% des scientifiques les mieux formés de ma génération, je suis totalement incapable d'avoir le moindre argument pour démontrer qu'il a tort. Et derrière ça, vous parliez tout à l'heure de politique. Si même les élites ne comprennent rien à ce qu'on leur raconte, parce qu'il faudrait des heures pour s'y plonger, comment est-ce qu'on repense un rapport entre la complexité scientifique et la décision, si même les gens les mieux formés sont incapables d'y comprendre quoi que ce soit?
Inès Safi. Alors, en tant que chercheur, je suis évidemment sensible à tout ce que vous avez évoqué. Ce que j'aimerais quand même soulever, c'est aussi, vous avez parlé de pression extérieure qui peut venir effectivement d'intérêts, je dirais, industriels, économiques, politiques, mais aussi une pression interne au système de recherche qui est très importante et qu'il faudrait, à mon avis, aussi prendre en considération dans les recommandations. Par exemple, la pression sur le nombre de publications qui fait que les chercheurs ne prennent pas le temps d'approfondir ou de vérifier leurs résultats. Et on a eu dans notre domaine de physique, disons physique mésoscopique qu'on appelle, ou quantique, on a eu des scandales en Europe en particulier de chercheurs très connus qui ont dû même quitter leur chaire, leur laboratoire, parce qu'en fait ils ont manié des résultats. Et c'est pas du tout pour prouver quelque chose pour les industriels. C'est vraiment, c'est publish or perish, la fameuse loi. Mais il y a aussi des étudiants qui sont impliqués, des jeunes qui parfois cherchent à avoir un poste. Et du coup, ça pousse à aller très vite dans les résultats. Et vous avez parlé des éditeurs. Ce ne sont pas seulement les éditeurs qui, effectivement, cherchent à profiter de notre travail déjà payé par le contribuable. C'est aussi les éditeurs. On est prisonnier de ces éditeurs, puisqu'il y a des revues à fort impact et que dans l'évaluation de notre recherche, donc quand on évalue quelqu'un pour l'embaucher, on prend en compte les revues où il a publié. Et donc, on est prisonnier complètement de ce système. Et même s'il y a des systèmes maintenant de certains chercheurs qui se sont attelés à créer des bases de données libres d'accès en ligne, le critère financier devient aussi important, puisque maintenant, ça nous arrive de payer 5 000 € pour un seul article qui soit accessible en ligne, sur PRX ou des choses comme ça. Alors, je pense qu'on devrait même, qu'il faut que le système soit cohérent. C'est-à-dire qu'il faut qu'à toutes les échelles, on puisse prendre en compte, empêcher ce genre d'exploitation qui est, en fait, c'est un peu un système capitaliste, si vous voulez. La façon dont la recherche fonctionne, malheureusement, est quand même affectée par une optimisation de l'intérêt personnel aux dépens de, je dirais, la connaissance en soi, de la noblesse de la connaissance. Et donc voilà, je voulais un peu soulever ce point-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais compléter par une question du chat qui rejoint l'intervention de Inès Safi, qui est rédigée comme suit. À quel moment nous posons-nous des questions axiologiques pour définir nos choix communs de financement de certains domaines de recherche? Quelle démocratie pour les programmes scientifiques? Bien, des questions difficiles. Peut-être d'abord pour répondre à la première question, qui est effectivement ce que l'on peut vérifier par soi-même parce qu'on a la culture scientifique et ce qu'on ne peut pas vérifier par soi-même parce qu'on ne l'a pas. Je prenais l'exemple du GPS, c'est vrai aussi pour les émissions de carbone et les effets de gaz de serre, etc. Donc, le problème, c'est que les politiques n'ont aucune formation scientifique, pour la plupart. Ça, c'est quand même aussi un vrai sujet. C'est-à-dire qu'un scientifique peut douter. C'est logique qu'il doute. Et donc, dans le doute, il peut y avoir le doute de la qualité de l'information, la réplicabilité des informations, le fait que d'autres types d'expériences peuvent montrer qu'effectivement, par une autre approche, on aboutit au même résultat. Bref, la construction, en fin de compte, du savoir avec les allées et venues, et même si on n'est pas expert dans le domaine, on peut, sur un faisceau d'arguments, comme on dit, être convaincu de cela. Pour avoir discuté avec des politiques, on voit bien qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas ce type de formation. Nous avions, par exemple, proposé, au temps où l'ENA existait encore, de faire à l'Académie des sciences, de faire des cours ou une réflexion avec les énarques ou les futurs énarques. On n'a pas eu une demande. Donc, c'est quand même un vrai sujet qui est différent suivant les pays, au passage. En Australie, par exemple, où j'ai été à un bon moment, le politique est souvent d'abord issu d'une classe plutôt scientifique que chez nous. Donc, il y a cela.
Maintenant, pour ce que vous dites sur la science et ses perversions du fait du système, je connais bien, puisque on m'avait demandé par Thierry Mandon d'établir un rapport sur comment promouvoir, faire un état des lieux de l'intégrité scientifique en France et de promouvoir un certain nombre de mesures. Le rapport, pour une fois, a été suivi, donc il ne faut pas dire que les politiques n'écoutent pas lorsqu'il y a un rapport qui est établi. Il y a eu 16 propositions, pratiquement, elles ont toutes été mises en œuvre pour essayer, en tout cas, de contrer ce que vous avez parfaitement bien décrit, qui est le publish or perish, que nous connaissons bien malheureusement. Alors, je ne dis pas que ce soit efficace, mais on a fait quand même beaucoup de progrès avant de parler même pas d'intégrité scientifique. Le premier colloque en France s'intitulait « L'intégrité scientifique, point d'interrogation, parlons-en, 3 points de suspension ». On n'en est plus là. Alors, c'était jamais qu'en 2016. Le rapport a été fait en 2016-2017 et les premières propositions ont été promulguées à ce moment-là. Et le politique, au passage, avec l'OPEXT, donc, que j'ai signalé tout à l'heure, a repris l'ensemble de ces propositions avec un député et un sénateur de bords radicalement différents, mais qui ont été dans le sens que nous souhaitions. Alors, tout n'est pas encore parfait, la science n'est pas suffisamment ouverte à mon goût, mais par exemple, nous suivons ce qu'on appelle les recommandations DORA, Declaration of Research Assessment, c'est-à-dire la déclaration internationale sur l'évaluation de la recherche qui ne doit pas se faire de la façon à repérer les Nature, Science et Cell qui font qu'on se barre de ces diplômes pour pouvoir faire une carrière. Mais tout ne peut pas être modifié extraordinairement rapidement. Mais en tout cas, par exemple, nous souhaitons qu'il y ait un nombre modéré de publications qui soient mises en avant, que le facteur d'impact disparaisse, de même que le facteur H. Alors, je parle là pour les scientifiques un peu spécialisés, mais ils voient très bien ce que je veux dire. Alors, tout ça n'est pas aboli d'un jour à l'autre. Mais enfin, la tendance est là, et elle est forte, et elle est irréversible. Donc, aidez-nous aussi de façon à ce que voilà, les directeurs de thèse et autres suivent ces directives, parce que dans cette histoire-là, il y a c'est toute une filière, je veux dire, il y a tout un échelon. Il n'y a pas uniquement l'étudiant, celui qui dirige l'étudiant, il y a l'éditeur, il y a l'organisation, l'université ou l'organisme de recherche. Tout le monde a intérêt en quelque sorte à moduler l'intégrité scientifique des résultats et pousser finalement, quelquefois malheureusement dans le mauvais sens, les étudiants ou les chercheurs. Voilà. Éric, que ce soit sur l'intégrité scientifique ou sur la question de la complexité et donc de la difficulté de relation entre le scientifique et le politique due à la complexité, et puis on reviendra ensuite sur les axes programmatiques et la démocratie. Il me semble, la première question, c'était aussi la difficulté, en fait, à pouvoir se faire une idée personnellement sur tous les sujets, enfin, même si on a une formation aussi scientifique, et d'où la question de la validation par des communautés, enfin, d'avoir des communautés en fait de confiance au niveau scientifique, où on se dit là il y a quand même on l'a vu pour le gouvernement américain, enfin, ou dans d'autres lieux, en fait, se dire là on peut faire confiance. Alors c'est vrai qu'on a eu de mauvais exemples quand l'Académie des sciences s'est mis à promouvoir un certain nombre d'opinions climato-sceptiques dans les années 2010-2011 par là. Mais disons qu'on peut se dire en fait que de toute façon on ne va pas pouvoir tout vérifier soi-même. Moi je fais confiance à un certain nombre de journaux, alors on en lit plusieurs aussi, enfin, justement de vérification de l'information, parce que soi-même c'est impossible de tout vérifier soi-même. Donc on a besoin effectivement de rétablir peut-être de la confiance ou des communautés de confiance, parce que sinon
effectivement, voilà, il ne reste plus que les théories du complot. Enfin, voilà, et puis par rapport voilà, à ce qui était dit sur effectivement la recherche scientifique, les revues, voilà, je trouve effectivement du côté des sciences humaines, je vois quand même aussi, on insiste sur mettre en avant peut-être 5 publications importantes plutôt que 25 voilà. Donc, mais c'est vrai que je pense que ça demande de changer les habitudes. Parce que, en fait, c'est venu aussi ce genre de critique. Moi, je l'ai entendu du côté de la recherche aussi aux États-Unis. En fait, de gens qui disent, voilà, ça conduit vraiment droit dans le mur de simplement faire voilà, ce facteur d'impact et qu'il faut aussi, plutôt se dire, il vaut mieux qu'il y ait moins de publications, mais qu'il y ait plus d'apport et de créativité. Après, je ne sais pas si c'est possible de faire plus, parce que moi, je rêverais en fait voilà, qu'il y ait peut-être plus de contraintes sur sur un certain nombre d'éditeurs qui sont souvent aux Pays-Bas, parce qu'ils ont quand même voilà, des ratios où ils gagnent, je sais pas, 30%, qu'on voit rarement dans d'autres entreprises. Donc, en fait, ils font gagner des actionnaires, des fonds de pension sur le dos des chercheurs. Et je trouve que, voilà, de voir comment on pourrait un peu aussi avoir des attentes financières plus raisonnables de ces éditeurs. Alors, donc, 2 questions sur le pilotage de la recherche. Donc, une question, je l'ai déjà évoquée, sur la démocratie, la place de la démocratie. Quelle démocratie pour les programmes scientifiques, hein, les choix communs de financement de certains domaines de recherche, quelle est la place de la démocratie dans ces choix? Et une deuxième question plus appliquée, n'est-ce pas un problème que l'innovation, résultat valorisant les recherches, soit souvent considérée par la gouvernance d'abord comme un facteur de croissance économique? Alors, est-ce que c'est un problème? Ou au contraire, est-ce que ce n'est pas un problème puisque ça conduit, ça vise à avoir une recherche scientifique utile à la croissance économique? Voilà. Est-ce un problème? N'est-ce pas un problème? Qui veut répondre à ces 2 questions de pilotage de la recherche? L'un ou l'autre. On ne se précipite pas pour vous répondre parce que ce sont des questions difficiles. Alors, je vais peut-être dire 2 mots sur la politique de recherche. Si vous regardez les dernières élections en France, le mot recherche n'est pas un mot qui fait fleurette, hein, on le voit rarement. Et donc, pour avoir suivi plusieurs élections au niveau présidentiel, on essaie toujours, au niveau des groupes de pression, entre autres les académies, par exemple, c'est logique qu'elles puissent s'exprimer et faire part de leurs préoccupations sur une recherche qui soit une recherche cognitive, dénuée justement d'intérêts privés qui puissent biaiser les programmes de recherche. Cette parole est peu entendue et en tout cas, il y a peu d'indications dans les programmes politiques qui concernent la recherche, et notamment la recherche fondamentale, qui est la recherche qui est quand même à la base d'une recherche appliquée ultérieure. Donc ça, c'est un vrai sujet. Notre pays n'est pas passionné par la recherche. Moi, je ne le crois pas. Même si nous avons beaucoup de chercheurs, comme je l'ai dit au début, même s'il y a un mouvement pour cela, mais c'est pas une préoccupation, on ne fait pas vraiment fortune avec la recherche. Les hôpitaux, par exemple. Moi, je suis un hospitalo-universitaire de formation au départ. Il y a 3 missions pour un hospitalo-universitaire qui est quand même, a priori, celui qui va conduire une recherche de qualité dans le domaine de la santé. Eh bien, on a une mission d'enseignement, une mission de soins et une mission de recherche. Mais la mission recherche est quasiment nulle. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas la préoccupation. Et donc, les 2 premières missions qui sont très importantes occupent pratiquement l'essentiel du temps. Simplement, il y a une 4e mission qui s'est infiltrée, qui est la mission administration et complications. Donc, si vous voulez, on n'a pas le temps de faire de la recherche. Ça, c'est un vrai problème. Là, je prends juste un exemple.
Donc, si vous voulez, après, dire qu'il faut faire une recherche sur ceci ou sur cela, c'est très important. Moi, je le crois. Et l'innovation est un moteur pour la recherche. Je dirais, est un moteur pour justement la croissance économique. C'est clair. Je ne vais pas reprendre les théories de Schumpeter, mais enfin, l'innovation destructrice est quelque chose qui a été bien démontré. À l'heure actuelle, voilà, je l'ai dit, nous mettons beaucoup moins d'argent sur la recherche que nos voisins, et notamment nos voisins allemands, qui ont prévu du temps d'Angela Merkel une augmentation progressive, année par année, votée, et qui fait que nous étions dépassés, mais chaque année, nous allons être dépassés. C'est un effet cliquet, tandis que nous sommes dans l'effet de stabilité un peu misérable. Hein, voilà. Alors, l'argent n'est pas le tout, naturellement, mais tout de même, on peut avoir une recherche plus libre, plus audacieuse, plus innovante si on n'a pas cette contrainte qui est de financer nos programmes de recherche. Même si aujourd'hui, il y a eu une amélioration par rapport à il y a 7-8 ans. Donc c'est vrai aussi. Oui, c'est vrai. De conversation, ce que j'entends, c'est effectivement un certain nombre de chercheurs qui disent qu'ils passent quand même beaucoup de temps à faire des projets pour avoir des crédits. Et donc, effectivement, de se dire, est-ce que c'est pas un cercle vicieux? C'est-à-dire que et de plus en plus, en fait, on passe du temps administratif pour ça. Et puis, l'autre chose que je trouve, en fait, vraiment triste, c'est la précarisation, en fait, des chercheurs. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de jeunes très brillants qui n'arrivent pas à avoir de poste. Ils font faire de postdoc en postdoc, de financement très partiel. Donc, en fait, où ils n'arrivent pas finalement à construire une vie digne, je trouve, en fait, pour se projeter dans le futur, dans la durée. Donc, en fait, je trouve que ça devrait aussi faire réagir, en fait, la politique, hein, les politiques. Merci. Alors, une autre question sur le chat, très différente. Ne pensez-vous pas que face à l'augmentation de la complexité du monde, le besoin de transdisciplinarité est de plus en plus important? Or, nous sommes toujours en silo. Et avec un petit clin d'œil appel côté médecin, notamment en disant la formation très intense des médecins, notamment, leur donne difficilement le temps à une ouverture vers d'autres disciplines. Donc, la question de l'interdisciplinarité comme élément de qualité de la recherche scientifique face à un monde complexe. Oui, on ne peut, bien sûr, je pense que c'est clair que nous avons besoin de tous les progrès scientifiques, techniques, technologiques pour pouvoir progresser dans une discipline, dans un domaine aussi compliqué que le domaine de la santé. Et donc, c'est ce qui s'est mis en place progressivement avec, je dirais, une difficulté considérable. La médecine, c'est d'abord une relation avec l'homme, je dirais. C'est le médecin. C'est pas un technicien, c'est pas du chat, c'est pas un robot. Et néanmoins, il faut qu'il puisse être au courant de l'évolution dans son domaine, ce qui est difficile. Et de plus en plus, il va avoir une difficulté de maîtrise technologique. Alors, je pense que le domaine de l'intelligence artificielle, notamment en ce qui concerne, je dirais, le diagnostic et le traitement, fait que nous progressons et que nous devons acquérir un certain nombre, je dirais, de connaissances sur des domaines sur lesquels nous n'avons pas eu au départ de formation. Et la tentation, c'est finalement d'utiliser la technologie sans au minimum comprendre comment elle a été établie, sur quelle base, et voir aussi ses limites. À l'heure actuelle, il y a dans les facultés de médecine maintenant des chaires de numérique de façon à éduquer les étudiants sur le numérique, ses possibilités, ses limites, la manière dont on peut utiliser ces outils nouveaux. Donc voilà, on va
avoir un bouleversement, à mon avis, extrêmement important, mais pas aussi rapide peut-être quand même qu'on l'imagine, mais il y aura un bouleversement indiscutable, avec des difficultés que nous voyons poindre dans tous les domaines, hein. Diagnostic, traitement, etc. Donc voilà, je pense que le métier de médecin, c'est un métier horriblement difficile, qui nécessite voilà, une ouverture d'esprit grande, et en même temps garder, je dirais, ce qui fait quand même dans mon métier quelque chose d'unique, qui est le rapport qu'on a avec un patient. Ça, les robots conversationnels ne sont pas là encore pour nous remplacer. Donc voilà, je dis ça pour ceux qui souhaiteraient un jour s'intéresser de près ou de loin à notre discipline. C'est une très très belle discipline, un très beau domaine. Est-ce qu'il y a encore une question? Parce que là, on va bientôt arriver à l'heure de fin. Voilà. Donc, une question. Alors, 2 questions très rapides. Avec indulgence pour nos orateurs, s'ils n'ont pas le temps d'y répondre bien. Voilà. Nous avons fait en 2019, et le thème de la conférence, c'est science et défiance. En 2019-2020, nous avons fait une expérience collective avec le Covid, où, personnellement, il me reste 2 choses en mémoire. La première, c'est que, normalement, l'autorité scientifique, elle est absolue. Quand un professeur de médecine parle, il dit la vérité et il est la vérité. On a vu des professeurs de médecine se déchirer comme des politiciens. Ça met du doute. Et l'autre chose, c'est que, là c'est en tant que citoyen, je ne sais pas s'il faut dire, moi j'ai eu le sentiment pendant quelques mois de vivre en dictature scientifique, et j'en ai gardé un très mauvais souvenir. Merci. L'autre question, et ensuite réponse très brève et conclusion de notre conférence. Oui, alors une question très brève, c'est souvent, aujourd'hui, on établit l'autorité scientifique sur la base d'un consensus ou sur la base d'une certaine forme de consensus. Cependant, si on regarde les grandes percées scientifiques dans l'histoire, elles se font en général contre le consensus établi ou contre la vérité établie du temps. Alors ça ne signifie pas que de nouvelles idées brisant un consensus vont nécessairement être des vérités scientifiques, mais comment on résout ce paradoxe? Enfin, parce que je pense que la défiance vis-à-vis de la science vient un petit peu aussi de cela, consensus contre découverte scientifique qui brise le consensus. Pour la première question sur le Covid, il y a plusieurs articles sérieux approfondis sur l'analyse rétrospective sur le Covid. Donc, notamment en matière d'éthique, avec, je pourrais vous donner éventuellement, je l'ai, il y a un ouvrage qui analyse un petit peu ce que vous avez dit. Donc, c'est quelque chose dont la communauté scientifique a bien pris conscience. Je dirais que c'est la première fois peut-être qu'une telle épidémie, aussi brutale, avec autant d'inconnus, a dévasté la planète. Et en même temps, c'est la première fois que la science a été absolument brillantissime. Découvrir en moins d'1 mois le virus, faire sur des millions de personnes le séquençage des variants, trouver un vaccin avec l'ARN messager, mais c'est incroyable. Donc c'est triste de voir qu'il y a un certain nombre de scientifiques qui ne se sont pas comportés en scientifiques, et pas non plus en médecins, qui se sont comportés en bonimenteurs, croyant avoir la science parce qu'ils avaient un titre. C'est aussi incroyable qu'un certain nombre de journalistes n'aient pas fait leur métier. Donc ça, sincèrement, il y a une responsabilité partagée dans toute cette histoire-là. Et je crois qu'on n'est pas encore au bout de l'analyse complète de tout cela. Vous avez peut-être remarqué, je ne crois pas avoir dit une fois le mot d'autorité scientifique dans tout mon topo. Plus d'1 heure, je me le fais reprocher. 1 heure 15. Je n'ai pas dit le mot autorité, parce que pour moi, ce n'est pas possible.
On peut respecter les grands anciens, dire que c'était des gens remarquables, Newton, etc. Voilà, mais autorité scientifique, je ne l'ai pas utilisée parce que je crois que dans mon domaine, en tout cas, la science est tellement complexe que l'autorité scientifique ne peut pas exister. Quelqu'un qui est conscient de ce qu'il véhicule en termes de connaissance en science, c'est qu'elle est relative. Qu'un jour, demain, elle sera remise en question. Et c'est vrai de pratiquement de toute la science. Et ça rejoint un petit peu votre question. C'est que la science se fait par balbutiement, en fin de compte, c'est vrai, et qu'il faut laisser la place à ceux qui, de façon géniale, tout d'un coup, peuvent avoir une idée qui est hétérodoxe par rapport au dogma habituel. Donc ça, c'est toute la difficulté aussi du milieu scientifique. Il va expulser littéralement ces idées qui ne vont pas dans l'orthodoxie régnante. Je crois que là aussi, il faut faire preuve d'humilité. Si je voulais conclure, moi je dirais que pour un scientifique qui n'est pas humble, il y a problème. S'il n'est pas humble, il va dire qu'il a la science en soi, il la porte. C'est là qu'il va dire qu'après tout, ce qu'il croit est sans doute la vérité. Et c'est ce qui est arrivé au moment du Covid. Moi, j'ai reçu, en tant que président de l'Académie des sciences que j'étais, des gens qui m'expliquaient tout. Ils me disaient, mais moi, je suis professeur de Kang, pas de Kang, de Mathsup, Mathsp, et je sais très bien que les statistiques que vous donnez sont fausses, etc. Ils refaisaient les calculs, tout. Sauf qu'il n'avait pas les documents de base qui permettaient finalement de conforter la confrontation qu'il voulait par rapport aux statistiques qui s'établissaient par ailleurs. Voilà, pas d'humilité, reconnaître que nous avons un rôle à jouer dans l'établissement du fait scientifique, à un moment donné sans doute, qui peut être modeste, mais moi je dirais, soyons humbles en recherche. Merci pour cette belle conclusion. Éric, quelque chose en plus ? Sur la question effectivement du changement ou de la nouveauté en sciences, de fait, on peut se dire, voilà, on voit un certain nombre d'anomalies dans une théorie, dans un paradigme, et ça peut créer des choses nouvelles. Alors, ce qui est un peu gênant, c'est qu'aujourd'hui, ça peut être utilisé pour dire, voilà, le pauvre scientifique isolé, martyr de sa communauté, et en fait, pour simplement véhiculer des formes de théorie du complot. Donc, c'est ça, en fait, tout le discernement entre véritablement celui qui va apporter de la nouveauté, de celui en fait qui utilise au fond cette fragilité ou vulnérabilité finalement de la recherche pour ses propres fins. Eh bien, merci beaucoup à nos deux intervenants qui ont éclairé un sujet dense, complexe et ont bien mis en valeur un certain nombre d'éléments fondamentaux de posture qui sont nécessaires et de méthodes également pour consolider ce lien entre science et société dans un risque de défiance qui est permanent. Merci beaucoup.